Bon, bonjour madame. Euh, Bonjour. je suis très heureux de vous accueillir au sein de cette assemblée générale virtuelle et Moi aussi, je suis ravie. je sais que vous avez un temps relativement bref à nous consacrer, Hmm. mais on va essayer tout de même de dire quelque chose d'intéressant pendant ce temps-là. Oui. Voilà. Alors, vous avez devant vous les gens qui sont adhérents à la Fédération Patrimoine Environnement et qui ont participé à notre Assemblée générale statutaire de ce matin. Et donc, ils ne sont pas encore tous là, mais il y a suffisamment de monde pour que nous puissions commencer. Alors, je dois dire que nous avons déjà eu des contacts depuis votre élection à la présidence du Conseil national de l'Ordre des architectes. D'abord, vous aviez eu la gentillesse de nous donner un article pour notre revue de l'an dernier qui a été distribué à 4000 exemplaires. Et puis, j'ai suivi avec très grand intérêt les webinaires que vous avez initiés pour la campagne présidentielle avec des représentants des partis politiques ou plus exactement des candidats à cette élection au premier tour. Et j'avais trouvé que parmi toutes les choses qui ont été faites à cette occasion de la campagne présidentielle, ce webinaire que vous aviez initié était certainement très intéressant compte tenu des réponses souvent positives d'ailleurs d'un certain nombre de représentants des candidats. Donc, comme maintenant nous sommes au troisième tour et que de nouveau ces différents secteurs de la vie publique française vont rentrer dans le débat probablement d'une manière plus pointue que la première fois, je trouvais particulièrement intéressant d'avoir vos réactions par rapport à ce que vous aviez créé et finalement qui mériterait sans doute une synthèse pour la prochaine discussion et pour le début du nouveau Parlement. Voilà, alors je, je, je pense que parmi les prises de position qui ont été les vôtres, nous sommes particulièrement intéressés par une prise de position que vous avez répétée à plusieurs reprises dans votre vie publique et qui consiste à dire qu'il faudrait peut-être arrêter de démolir, mais que ce serait pas mal de restaurer au lieu de démolir. Euh, je suis très heureux que vous puissiez expliciter cette prise de position qui va assez bien dans ce que nous savons en particulier des secteurs patrimoniaux protégés, des cœurs de ville et de tout ce qui a été inventé depuis quelque temps dans ce domaine. Et Mhm. puis, nous avons aussi été intéressés beaucoup par vos prises de position sur le rôle de l'architecte dans l'urbanisme et puis aussi sur le rôle de l'architecte comme assistant à la maîtrise d'ouvrage. Nous pensons depuis longtemps que c'est un grand manque actuellement que d'avoir supprimé les dépenses publiques sur ce plan-là, notamment à l'égard des petites communes rurales. Alors, je vous propose de commencer par ça, et puis ensuite, on verra ce qu'on peut ajouter à notre débat. Voilà, vous avez la parole. D'accord. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette introduction. Je vous remercie aussi beaucoup pour cette invitation. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer prochainement pour débattre peut-être un peu plus, puisque le format que vous me proposez de conférence débat est bien, mais il nous permettra sans doute pas de pouvoir initier des actions ensemble ou des prises de position collectives qui pourraient être intéressantes aujourd'hui.
Ce que j'ai pensé faire, donc j'espère que ça vous ira, c'est présenter les deux outils que j'utilise aujourd'hui pour défendre nos positions d'intérêt général à l'ordre et vous rappeler peut-être déjà avant tout qu'est-ce que l'Ordre des architectes, tout simplement. Le Conseil national de l'Ordre des architectes n'est pas un syndicat. Il regroupe l'ensemble des architectes qui peuvent déposer un permis de construire en France. Cela concerne les 30 000 architectes français. Et nous avons une mission auprès de notre tutelle, qui est le ministère de la Culture, d'un côté régalien, vérifier que les architectes sont assurés, respectent un code de déontologie, etc. Et de l'autre côté, qui est le volet, on va dire, le plus pertinent dans mon cas pour faire avancer nos idées, est celui de conseil auprès des pouvoirs publics sur les questions d'intérêt général, et notamment liées à l'aménagement du territoire, à la qualité du cadre de vie, en fait, tout ce qui découle de la loi 77 sur l'architecture, article 1, qui fait bien ce lien finalement entre patrimoine, création, architecture et aménagement du territoire. Et évidemment, aujourd'hui, nous, on rajoutera, parce que ça nous paraît essentiel, environnement. Donc, vous dire aussi que votre association est essentielle parce que les deux mots qu'elle a dans son titre sont totalement liés. Patrimoine et environnement, pour nous, aujourd'hui, c'est la modernité. C'est ce qui est dans l'air du temps et c'est ce qu'il ne faut surtout pas qu'on oublie. Alors, pour revenir, j'ai deux outils. Aujourd'hui, on a créé un outil qui est un plaidoyer. Voilà, un document plaidoyer qui fait quelques pages et qu'on a élaboré à l'ordre sur l'architecture comme solution face aux enjeux climatiques et sociétaux. Et cet outil a été réalisé par nos 300 élus régionaux, donc des architectes qui sont élus dans les conseils régionaux d'architecture et qui ont phosphoré pendant une convention pour produire ce plaidoyer que nous donnons au pouvoir public, que nous donnons largement aux collectivités, que nous présentons aussi beaucoup autour de 5 axes qui sont finalement des axes autour du territoire, autour de l'habitat, autour de la réhabilitation du bâti, autour des changements de pratiques et autour des matériaux et des filières de matériaux. Voilà. Donc, je vais peut-être, j'avais pensé vous passer un petit PowerPoint, puisque en étant dématérialisé, c'est peut-être sympa d'avoir des images aussi pour pouvoir vous parler. Donc, j'espère que ça vous ira. Et ce PowerPoint est un PowerPoint que j'utilise pour présenter un livre que je viens d'écrire avec un collègue urbaniste, Sylvain Grisot, mais qui me permet d'être un support d'idées qui sont partagées par l'ordre et par nous autour de la réparation de la ville. Donc, on va beaucoup parler dedans d'environnement et j'espère que, voilà, que ça vous ira. Par contre, pour que je puisse le partager, je crois qu'il faut que vous départagiez votre écran, si cela est possible, et que du coup, je puisse partager le mien. Oui, tout à fait. D'accord. Merci. C'est bon. Merci beaucoup. Je le cherche. Voilà, ça doit être celui-ci. Voilà, ça doit être ça. Est-ce que vous le voyez? Oui. Voilà. Nous le voyons. Voilà, donc c'est un petit livre, mais ce n'est pas le livre qui m'intéresse, c'est vraiment pour repartir un peu des bases et être support à discussion après. Aujourd'hui, on est en 2022 et on est au climax de 3 crises du siècle qui nous entourent. Une crise autour du climat, celle qui va arriver, qui va faire que plus de 75% de la population mondiale sera sujette à 20 jours de canicule mortelle par an en 2100. Et à tous les aléas météorologiques, climatiques qu'on connaît, qui vont aussi faire subir un recul du trait de côte, qui vont faire que 3 communes sur 4 en France vont subir de plus en plus d'aléas météo, climatiques. On a une crise de la biodiversité, notamment liée à l'étalement urbain, à la perte finalement de certaines espèces et qui contribue dans une espèce de logique d'écosystème aussi à questionner la vie humaine sur Terre. On a une troisième crise qui est la crise des ressources et qui, à l'aune de
de la crise géopolitique qu'on a en ce moment en Ukraine nous montre que comme on est très aujourd'hui dans notre mode occidental, très assujetti et très lié finalement à certaines ressources qui sont le pétrole, qui sont le gaz et dans notre secteur d'activité d'autres matériaux, mais également qui requestionnent notre dépendance aux mobilités type la voiture, parce que quand on aménage un territoire en s'étalant, la voiture devient un outil obligatoire pour se déplacer. Et aujourd'hui, on se rend compte que plus on est loin, plus l'usage de la voiture est important. Et cette dépendance à la voiture crée finalement une dépendance au pétrole qui aujourd'hui est un vrai sujet géopolitique et un vrai sujet de société. Mais c'est également des ressources liées aux matériaux même, et notamment le sable, qui est une ressource qui combine la crise climat, biodiversité et ressources en elle-même, puisqu'elle est à la base de la fabrication du béton. Et le béton, pour le fabriquer, il nous faut du sable, un sable particulier. On en a 5% sur la planète, simplement de notre sable mondial, qui est un sable utilisable pour faire du béton. Et c'est un sable avec une granulométrie particulière, plutôt liée à la sédimentation des fonds marins ou des fonds des rivières. Donc, tout ça pour dire que le sable du désert qui entoure Dubaï n'est malheureusement pas le sable utilisé pour faire les tours de Dubaï. Et donc, on importe le sable. Je vous ai mis un petit schéma de la date d'épuisement des richesses exploitables de notre planète au rythme actuel de consommation, et vous voyez que certains éléments comme le cuivre, le plomb, le zinc, l'aluminium, on a voilà, des dates 2025, 2035, le pétrole, vous voyez, à peine 2050, qui sont quand même des limites assez importantes et qui nous montrent que finalement, on a un vrai sujet sur comment on doit être plus frugal, trouver des alternatives renouvelables, parce que finalement, en consommant trop, on ne va plus pouvoir utiliser les ressources qu'on a là et dont on a besoin pour des choses qui nous sont indispensables, alors qu'on a des moyens de le remplacer dans beaucoup d'endroits. Donc, 9% de la totalité des émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui sont liées à la production du béton, et la projection est en 2060, 12%. Donc, en fait, c'est en augmentation. Voilà. Le chiffre que j'énonçais tout à l'heure, 60% des déchets proviennent du BTP ou des infrastructures en France. Pour nous, une vraie question sur le fait que démolir, c'est à la fois un sujet patrimonial, mais c'est aussi un sujet d'environnement. Et donc, qu'il y a une vraie position à avoir en tant que professionnel et en tant que responsable politique sur comment est-ce qu'on gère aujourd'hui nos villes et nos modalités de fabrication de celles-ci. Voilà, l'équivalent de 4 à 5 terrains de foot artificialisés toutes les heures encore aujourd'hui en France. Une vraie question parce qu'on sait que la souveraineté alimentaire va être un débat. Les questions, par exemple, de farine liées à la production du blé en Ukraine qui est arrêtée nous questionnent aussi sur la proximité entre ville et production alimentaire. Et c'est là où, en fait, en dézoomant, on se rend compte que construire de la ville, ce n'est pas simplement habiter, mais c'est aussi conserver des valeurs régaliennes indispensables à la vie de nos concitoyens, qui sont comment on se nourrit, comment on peut éduquer nos enfants en proximité, comment on peut se loger correctement et comment on peut aussi se soigner correctement. Et donc, notre terre artificialisée qui crée cette dépendance à la voiture, qui nous oblige à finalement perdre une autonomie agricole encore plus, est questionnante. Le troisième point, c'est voilà, ce regret ces 46 degrés 2 record en France en 2019 dans l'Hérault, et cette petite BD que j'aime beaucoup, enfin, je l'aime beaucoup, j'aimerais bien ne pas la connaître, mais elle existe, et qui montre à quel point, en fait, aujourd'hui, on est dans une logique inverse au bon sens, puisque on généralise la clim, qui est un système actif, en rafraîchissant dedans, en chauffant dehors.
Et en fait, en 2050, aujourd'hui, ce qui est prévu, c'est qu'il existe 4 fois plus de climatiseurs dans le monde qu'aujourd'hui, alors qu'on est en capacité de travailler à la ventilation naturelle et à utiliser des matériaux locaux de proximité qui ont une inertie thermique qui pourrait aider à vivre mieux les grandes chaleurs. Ça ne veut pas dire qu'on arrêtera la clim d'un coup d'un seul, mais globalement, apprenons aussi de ce qu'ont fait nos aînés avant le XXe siècle et apprenons aussi de ce qu'on voit dans les pays chauds aujourd'hui sur les systèmes de ventilation et la manière dont on travaille le réchauffement climatique. Et la question, elle est là, elle est de se dire finalement, ces 3 crises, il va falloir à la fois qu'on s'adapte, c'est-à-dire qu'on permette de continuer la vie humaine sur Terre d'un côté et qu'on atténue, c'est-à-dire qu'on arrête de continuer à gaspiller en fait. Je vais passer un petit peu vite. Les conséquences sociales et économiques, vous les connaissez, mais je les rappelle, c'est des inondations en très grand nombre parce qu'on a artificialisé beaucoup de sols et donc oublié le limageur des fleuves. Nos ancêtres habitaient les territoires par rapport aux valeurs, on va dire, ressources des territoires. Quand on essaye de comprendre l'histoire d'une ville, on est toujours à côté d'une source, on est proche d'un terrain fertile, on se met en hauteur pour éviter l'inondation. Enfin, il y avait une sorte de réflexion que le XXe siècle a un peu annihilée et qui finalement aujourd'hui nous revient un peu en boomerang en augmentant et en remettant en place la plupart les aléas climatiques et les aléas météorologiques sont 2 fois plus importants à cause de ces questions d'imperméabilisation. On a une question aussi de précarité énergétique, puisque dans les années 70, on a beaucoup construit sans isolation, avec des matériaux qui étaient peut-être permettaient une forme de standardisation de la fabrication de la ville pour aller plus vite. Et aujourd'hui, avec le coût du gaz, on se retrouve avec des maisons qui ne répondent plus au confort d'usage de nos concitoyens et donc des passoires thermiques. Et pour ce qui vous concerne directement aujourd'hui, vous en tant qu'association, MaPrimeRénov', qui est le système de l'État qui permet de rénover les bâtiments, n'intègre que très peu la dimension patrimoniale et architecturale dans ce système. On est souvent en train de dire on va plaquer de l'isolant à l'extérieur et ça dénature fortement notre patrimoine par une perte de valorisation de la pierre en façade, des colombages, etc. Et nous, on voit très souvent finalement des finitions à l'enduit très mal réalisées et qui cachent derrière le patrimoine de la France, alors qu'on a d'autres solutions à proposer, mais qui demanderaient une démarche globale dans laquelle l'État a parfois du mal à s'engager. La question des gilets jaunes, je la mets parce que ça a été la première perception sociale d'une problématique liée à cet étalement urbain, au coût de l'essence, à la dépendance à la voiture, mais également au mal-être de la vie par rapport à ces questions d'aménagement du territoire. Je vous ai mis aussi des montants qu'on a pu voir dernièrement sur l'essence, mais qui pourra se payer des déplacements de 70 km par jour à 3 ou 4 euros le litre. Et là, on aura une vraie différence et des disparités sociales qui vont créer des schismes et des fossés, alors qu'aujourd'hui, on a un vrai sujet, c'est comment on va finalement travailler de manière collective cette densification de la ville douce pour amener à tout le monde en proximité des services. Et ça ne peut pas se faire par une forme de standardisation, mais bien par une approche extrêmement sensibles qui permettent finalement à tout un chacun de se reconnaître dans la ville qui va être construite après et non pas de voir pousser comme des champignons à côté de chez lui des immeubles sans qualité qui prennent la place de maisons en meulière magnifiques et qui font disparaître des quartiers. Aujourd'hui, il y a une façon de travailler la densification douce de la ville différente qui arrête d'opposer d'un côté le pavillonnaire et de l'autre côté le logement collectif de promoteurs très dense. Et entre les deux, on oublie la typologie architecturale possible. Alors, j'ai mis cette image parce que ça me paraît tellement incongru comme situation pour le futur qu'on fait l'autruche, mais on commence à avoir des systèmes
et des symptômes qui apparaissent. Et je pense aujourd'hui que le commun de la population, les citoyens, prennent conscience de cette situation ubuesque qui est assez forte. Alors nous, on dit qu'il faut laisser des choses derrière nous. Il faut laisser des choses derrière nous. C'est effectivement réussir à limiter la culture de l'automobile qui est devenue finalement l'espace public numéro 1 en France. Ça réduit considérablement le champ d'action de nos enfants qui aujourd'hui ne peuvent plus se déplacer. Ça limite aussi la mobilité des personnes plus fragiles et la sécurité du piéton. Mais en même temps, ce discours-là, il est compliqué à entendre parce qu'aujourd'hui, sans voiture, on ne peut pas se déplacer. Mais peut-être qu'on va voir apparaître progressivement une forme de désindividualisation de l'appareil voiture vers un partage de la voiture, notamment dans les zones denses. Je ne parle évidemment pas, et vous m'aurez compris, de zones rurales où pour l'instant la voiture n'est pas à remettre en cause, mais dans les zones plus denses, on a une vraie question de qualité d'espace public, mais également d'occupation de l'espace public par la voiture. Une voiture est à l'arrêt 80% de son temps. 80% de son temps, elle n'est pas utilisée. Ça veut dire que pendant ces 80% de temps, elle utilise 13 mètres carrés de l'espace public pour être déposée, ou alors un parking, ce qui est aussi quelque chose d'important. Et donc, ces 13 mètres carrés, c'est autant de mètres carrés qui disparaissent pour le piéton. Voilà la notion d'étalement urbain, je ne reviens pas. La question du coût de l'urbanisme aussi. Il faut savoir que pour amener des services publics dans des zones très éloignées, d'étalement urbain, très standardisés de pavillonnaires, le coût d'un transport public, le coût d'une école, le coût des VRD, c'est le coût des poubelles, c'est de 5 à 7 fois plus que pour un urbanisme dense. Donc aujourd'hui, quand un promoteur, un aménageur privé aménage dans une ville une zone pavillonnaire que le maire va récupérer après pour lui, ça génère en fait un coût pour la collectivité qui est de 5 à 6 fois plus, à 7 fois plus que si l'urbanisme produit était plus dense. Dense ne veut pas dire sans qualité, on y reviendra. Alors effectivement, le moteur, c'est stopper la démolition par rapport aux déchets produits. C'est extrêmement important et il faut faire comprendre que l'abandon du neuf ne veut pas dire l'abandon de la construction. Abandonner le neuf, c'est limiter finalement le neuf aux territoires qui ne sont pas encore construits, mais qui sont constructibles, et on parle notamment des friches industrielles, des friches ferroviaires, etc., où là, il y a un patrimoine à conserver et à construire autour, mais également de limiter tout ce qui est notamment démolition dans le cadre d'ANRU, et là, on pourra reparler de la butte rouge à Châtenay-Malabry, de Candilis à Toulouse, du bâtiment de l'INSEE près du périphérique, qui sont véritablement aujourd'hui des œuvres patrimoniales non reconnues comme telles et non protégées comme telles, alors qu'en fait, elles peuvent être support à, si tant est qu'on ne les considère pas comme des œuvres méritant monument historique, à minima, comme du patrimoine ordinaire suffisamment qualitatif pour être réaménagé, repensé, recréé à partir de l'existant. Donc, nous, on a appelé ça les 3A, s'adapter au réchauffement climatique, adopter des nouveaux gestes et abandonner certaines choses. Donc, je vais passer un petit peu vite. Ce qui nous semble important, c'est que on sait qu'on a un peu un créneau qui est 2050. Aujourd'hui, la France s'est engagée avec les accords de Paris dans une démarche de décarbonation, c'est-à-dire de baisse de sa production d'émissions de gaz à effet de serre de 95% sur la construction d'ici à 2050. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne concerne pas en fait le neuf, parce que le neuf, c'est 1% du renouvellement de la ville par an. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre aujourd'hui et le 2050, c'est à peine 20% qu'on va construire en neuf. Donc, ce sur quoi il faut travailler, c'est l'existant. Et donc, cet existant, c'est 80% du déjà là. Ça veut dire que ces 80%, c'est d'ailleurs une bonne marge des politiques publiques aujourd'hui, on va devoir
le réhabiliter, le transformer, le reconstruire. Et là, on a une vraie démarche de considération du patrimoine à avoir pour améliorer ça. Alors, les architectes, dans leur très grande variété, ont bien conscience et ont pris conscience de cette valeur-là. Dans le plaidoyer dont je vous parlais tout à l'heure, nous portons cette parole de arrêter de démolir et de travailler sur la reconstruction, mais on parle aussi de la considération de l'existant et de la valeur patrimoniale de notre ville, avec des degrés patrimoniaux qui ne sont pas forcément les mêmes, mais le patrimoine devient autre chose qu'une valeur, on va dire, physique, peut aussi être une valeur fortement immatérielle et de support pour imaginer la ville de demain. Je vous montrerai après. Évidemment, la question qui nous tient à cœur, c'est comment on réhabite ces cœurs de ville qui ont été finalement vidés de leur substance par cet étalement urbain, par la création progressive des centres commerciaux, par une ville non humaine totalement liée à des zones commerciales, zones pavillonnaires, zones tertiaires, où finalement, pour aller de l'une à l'autre, on a cette obligation de prendre la voiture et les routes nationales, alors qu'on avait devant les yeux une ville mixte, mais qu'on n'a pas su adapter à l'époque aux besoins de nos concitoyens parce que les appartements sont trop petits, inaccessibles, on avait froid. Il n'y avait pas forcément à l'intérieur, dans les cours, des jardins. Et donc, finalement, eh bien, tout à chacun est allé chercher ce qu'il recherche, c'est-à-dire du calme, du confort et une relation avec la nature. Et pour ça, le modèle qu'on nous a proposé, c'est le pavillonnaire. Et d'un autre côté, eh bien, ce pavillonnaire, il n'a pas la proximité qui est l'autre, avec les services, qui est l'autre souhait des Français. Donc, finalement, ces villes moyennes, ces petites villes qui ont des caractéristiques patrimoniales fortes à différents degrés, elles sont la ville de demain. Et c'est là où l'enjeu de l'Agence nationale de cohésion des territoires, l'enjeu des élus de terrain aujourd'hui, c'est de prendre cette conscience en amont et fabriquer avec les associations, avec les habitants, avec des architectes en amont, en ingénierie en amont, avec les ABF, le récit de leur territoire et finalement, qu'est-ce qui fabrique l'identité de ces villes? Parce qu'effectivement, une ville n'est pas la même à Vire en Normandie où vous avez de la reconstruction, à Cahors et puis, on va dire, à Saint-Dié-des-Vosges. J'ai pris cette image de la rue d'Aubagne à Marseille parce que, désolée, elle est un peu pixelisée, parce que je suis extrêmement choquée parce qu'on on laisse notre patrimoine mourir. Et un patrimoine qui n'est pas occupé, c'est un patrimoine qui meurt, parce que c'est un patrimoine qui n'est pas chauffé, c'est un patrimoine qui n'évolue pas avec son temps, qu'on n'a pas osé transformer, qu'on a laissé figer, et donc qui ne peut pas être habité, et donc qu'on abandonne. Aujourd'hui, savoir toucher au patrimoine, il y a une vraie possibilité d'action et de création architecturale, tout en considérant ce patrimoine. C'est là où ce jeu-là est extrêmement important à fabriquer. Alors voilà, je voulais vous montrer quelques exemples de choses qui me semblent pertinentes. Je ne voulais pas vous parler du volet esthétique, mais vous dire que c'est possible. Cette grange qui a failli être abandonnée et qui finalement a été réhabilitée en logement social par l'architecte Boris Boucher, où à l'intérieur, il n'y a rien à envier à ce que nous, on aurait pu appeler du logement social neuf, mais plutôt des qualités assez fortes, notamment de lien avec le paysage, de récupération de l'existant et même de confort de vie à l'intérieur avec des espaces, et vous voyez, même un travail de menuiserie extrêmement important. Je prends un exemple beaucoup plus contemporain, c'est le travail de l'agence Lacaton-Vassal et de Christophe Hutin, qui a travaillé sur une barre du grand ensemble Bordeaux Grand Parc et qui, en amenant une loggia devant la barre, a redonné des espaces de vie aux habitants qui leur ont permis finalement de se rendre compte de là où ils habitaient, le panorama qu'ils avaient sur Bordeaux et d'occuper beaucoup plus l'espace par une qualité, on va dire, spatiale, d'atmosphère et de lumière bien plus importante. Donc voilà, vous dire que on peut réhabiliter, on peut rénover, on peut recréer, on peut restructurer. En fait, réparer la ville, c'est plein de choses et c'est en considérant l'existant qu'on sait si on doit restaurer, rénover, réhabiliter, recréer à partir d'eux, réinventer. Et tout ça, c'est des choses qui se pensent dans le respect du patrimoine et en tirant parti.
L'architecture de circuit court, je vais faire un petit passage, mais sur le sable, 50% des matières premières consommées le sont dans le monde pour la construction. Et donc, les valeurs que je donnais tout à l'heure, 2 tiers de construction sont en béton, qui est composé de 2 tiers de sable. 5% du sable mondial peut être utilisé pour faire du béton, c'est tout. Voilà, on a un vrai sujet là-dessus. Et nous, notre objectif à l'Ordre des architectes, c'est de travailler au développement des filières et de savoir revaloriser les savoir-faire locaux à l'échelle des territoires. Je ne sais pas si vous le savez, mais 15% de notre territoire français est aujourd'hui fait en terre crue, notre patrimoine bâti. Les briques de terre crue, mais également la bauge, mais également le pisé, sont des techniques anciennes qui aujourd'hui ont des qualités constructives qu'on a bien du mal à retrouver avec les constructions extrêmement standardisées que l'on peut produire avec du parpaing ou du béton dans certains cas. Donc, aider les filières à se développer, c'est aussi repartir des ressources locales. La pierre, le lin, le chanvre, la paille, le bois, la terre, parfois le béton, souvent l'existant, et de se dire qu'on a une immensité de choses qu'on peut découvrir en ressources renouvelables et aussi réexploiter en ressources réemployables. Un exemple typique, j'avais un confrère il n'y a pas longtemps qui avait 2 chantiers en même temps, un chantier de réhabilitation d'une ancienne caserne de gendarmes en logements sociaux et un chantier de diagnostic ressources sur un hôpital dans lequel toutes les portes allaient être jetées. Et en fait, mon camarade architecte s'est servi des portes qui étaient de bonne qualité pour fabriquer le mobilier qu'il a mis dans la caserne et qui est un mobilier aujourd'hui extrêmement pérenne, magnifique, avec une vraie qualité de mise en œuvre. Et donc, aujourd'hui, cette ingéniosité de l'architecte, on parlait du positionnement de l'architecte, c'est aussi savoir faire avec le déjà là et aussi savoir réemployer, donc une possibilité de création qui va aussi faire changer nos manières de penser, d'évoluer et même de concevoir. Peut-être de moins en moins avec des catalogues de matériaux et de plus en plus avec ce qu'on a déjà sur place ou des banques de matériaux. Et la petite anecdote, c'est qu'aujourd'hui, avec la crise des matériaux qui provient du confinement puis de l'Ukraine, même si on n'a pas encore tellement les dégâts les conséquences de la crise ukrainienne, mais là, on est vraiment encore sur les conséquences du confinement. On a des délais d'attente qui s'allongent pour les fers à béton, on a des délais d'attente qui s'allongent pour les menuiseries métalliques, bois, à tel point qu'on est en train de se rendre compte que ce qu'on possède déjà, c'est pas si mal. Et finalement, on n'est pas loin de ce qui s'est passé avec les masques, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on dépend d'ailleurs et qu'il y a un problème ailleurs, eh bien, c'est pas mal d'avoir chez soi. Donc, l'architecture de circuit court, c'est à la fois regarder ce qu'on a chez nous, mais également se positionner sur ces matériaux qui ont d'énormes qualités de confort et donc qui répondent aussi à la question comment on s'adapte. Je vous parlais de la terre tout à l'heure, mais j'ai un collègue qui a construit, et je vais vous montrer des photos après, au milieu du Cantal et qui, lui, ne met jamais de chauffage parce que la maison, enfin je pourrais dire presque l'immeuble qu'il a construit au sein de son village lui permet d'être totalement chauffé directement, si tant est qu'il oriente bien les volets et la qualité, excusez-moi, et les apports solaires. Alors, logement ou habitat, je vais aller très rapidement. Les questions de surpeuplement sont extrêmement importantes en France et de mal logement. Excusez-moi. Et on a une très grande importance à apporter aux questions d'habitabilité. Ce modèle de maison-là, que vous voyez en haut à gauche, c'est un modèle qui fait en dessous de 150 mètres carrés, donc où le recours à l'architecte n'est pas obligatoire, il est dérogatoire. Pardon, et où vous voyez finalement la porte de parking a fini par être plus importante que les fenêtres et la porte d'entrée. Et donc, on est presque dans une maison pour la voiture plutôt qu'une maison pour l'homme. Et tout ça sans jugement, on va dire, de valeur, puisque qui n'a jamais vécu ou habité un temps ou vivre dans ce type de maison? Il n'y a pas de jugement de valeur, il n'y a qu'à un moment donné,
On a opposé deux formes urbaines qui seraient d'un côté le logement collectif, donc j'ai pris cette image, mais ne vous focalisez pas sur les images, et le pavillonnaire. Alors que la densité, c'est partir des territoires. Décidément, excusez-moi, je parle beaucoup. Ici, on est à Saintes pour le concours européen et vous voyez toutes les venelles qui sont ici, là, que vous voyez avec des murs, et les bâtiments qui sont ici sont des bâtiments neufs qui ont été intégrés dans le parcellaire ancien pour venir s'intégrer et apporter une qualité urbaine et architecturale pour les habitants. Voilà la maquette. Voilà l'intérieur de la parcelle. Des qualités spatiales qu'on peut offrir à l'intérieur du tissu urbain si tant est qu'on est en capacité de travailler main dans la main, architecture et patrimoine. Je vous parlais tout à l'heure d'un immeuble dans le Cantal. Voilà cet immeuble qui est dans un village rural et qui s'intègre parfaitement dans le tissu local et où l'architecte a la grande chance de ne pas avoir besoin de chauffer, même en hiver, parce que les apports solaires qu'il a calculés lui permettent en fait d'être dans une notion de confort. Évidemment, un immeuble totalement en structure bois avec des isolants biosourcés et sains pour la santé, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas de matières ayant des composants organiques volatiles qui sont source d'énormément de maladies liées à ces composants chimiques dans le bâtiment. Alors, c'est aussi passé, cette image est un peu représentative d'une culture de l'individualisme à une culture du partage. Et la question, c'est pour le futur de la ville et non la ville du futur, il va falloir forcément, puisqu'on ne pourra plus sortir de l'enveloppe urbaine, se poser la question de comment on retrouve le vivre ensemble. Et finalement, je trouve que patrimoine et environnement, les deux notions que vous portez fortement, elles nous re-questionnent aussi sur comment on fait pour conjuguer aspiration habitante, qualité patrimoniale et enjeux écologiques. Et les aspirations habitantes, on ne pourra pas faire sans, parce que sinon, on n'aura pas la population avec nous. Donc, la question de la culture très individuelle de notre urbanisme, aujourd'hui, on pouvait s'étaler ou on pouvait aller chercher sa maison avec son jardin, etc. Il va falloir la re-questionner. Ça ne veut pas dire du tout d'arrêter la maison individuelle. Hein. Je pourrais un peu vous expliquer mon point de vue là-dessus tout à l'heure si ça vous intéresse, mais garantir que ceux qui seront dans une plus forte densité aient une possibilité de partage et une possibilité de mutualisation d'espace, d'échange et finalement de réappropriation de ce qu'est la ville, c'est-à-dire un peu la spatialisation de la démocratie, à mon sens. Alors, un point sur la libération de nos rues, je vous en parlais tout à l'heure, moi je suis extrêmement choquée de savoir que mon enfant qui a 12 ans aujourd'hui a moins de liberté qu'un enfant qui était né dans les années 50. Les nôtres aujourd'hui, les faire sortir dans la rue, les faire traverser la rue, c'est tout un apprentissage contre la voiture, alors que l'enfant devrait se sentir en proximité, en sécurité. Et donc, cette réappropriation de la rue, elle passe forcément par des questions autour de comment est-ce qu'on réaménage les alentours des écoles, comment on limite cet usage de la voiture, finalement, comment on récupère quelque chose dont on a été dépossédé être humain et qui nous questionne par rapport à cette voiture. Je vous mets une image aussi d'un élan chronotopique, un urbanisme du temps. L'urbanisme du temps, c'est de se dire que quand on a des bâtis et du bâtiment qualitatif ou pas, public, et que ces espaces publics sont fermés le soir et le week-end, alors que en fait, c'est le seul poumon vert, le seul endroit où les enfants vont pouvoir jouer de tout un quartier, ça devient aujourd'hui extrêmement choquant parce que c'est comme du gaspillage d'argent public. C'est-à-dire on a construit des édifices publics avec des cours publics, avec des jardins publics
qui ferment leurs portes le vendredi soir à la sortie des écoles et les rouvrent le lundi matin, alors que la maman qui a 2 enfants, qui habite juste en face, qui est dans un immeuble collectif, n'a peut-être pas de jardin public juste à côté. C'est par exemple ce qui se passe dans ma ville de Caen, et où je me questionne tous les jours en regardant par la fenêtre de l'immeuble, à l'époque où j'habitais à côté de cette école, pourquoi mes enfants ne peuvent-ils pas descendre, aller profiter de cet espace pour pouvoir se défouler et finalement… donc, c'est vraiment des réflexes sur l'urbanisme du temps. Et finalement, la densité, c'est pas forcément mettre les gens les uns sur les autres. C'est même surtout pas ça. C'est forcément un équilibre entre densité, qualité et ingéniosité au niveau de l'utilisation et du temps. Voilà, donc la ville, spatialisation de l'acte démocratie. Voilà, j'ai mis cette image à la fin parce que on utilise souvent la phrase « réparons la ville » dans notre discussion à l'ordre, parce que moi, j'ai le souvenir d'avoir été enfant très fière de savoir réparer mon vélo. Et je me dis qu'aujourd'hui, eh bien, on devrait être très fiers de pouvoir se confronter à la réparation, à la réhabilitation de ce qu'on possède déjà, et que si l'architecture du XXIe siècle pouvait trouver un élan qui retrouve l'essence même de l'architecture, ça serait voilà, ces valeurs et ces engagements autour d'une forme de confort, sobriété, attache aux ressources et qualité de vie des habitants. Voilà. Et effectivement, je pense que pour clore sur le patrimoine, la France est très riche, très très riche de son patrimoine. Et aujourd'hui, le nier comme étant une ressource, même une ressource économique, par la qualité de ce patrimoine, ça serait une immense erreur. Et qu'on a, voilà, les élections présidentielles sont passées, nous avons un président qui a été élu. Ce président a une vision qui est souvent très économique des choses. Et je pense que ce serait une erreur pour lui de ne pas voir le potentiel qu'on possède et le potentiel dans un sens de gestion du futur, mais en anticipation entre ces aspirations des Français, ce patrimoine qu'on a et les défis environnementaux qui nous attendent. Voilà. Merci beaucoup, merci bien pour cet exposé passionnant. Donc, d'après ce que j'ai compris de la gestion de votre agenda, on peut échanger pendant un quart d'heure, quoi, c'est ça? Ou un peu plus, peut-être? Oh, un quart d'heure, c'est bien. Si vous voulez un peu plus, on fera un peu plus. Ah, ben, vous êtes formidable, merci. Alors, écoutez, je donne la parole à qui a envie de la prendre pour les réactions, pour des questions, pour tout ce qui peut intéresser un débat de ce genre. Alors, je vous rappelle que vous avez une petite main pour un icône pour lever la main et on vous donne la parole. Il suffit de la demander. Personne pour l'instant? Non? Bon. Alors, Madame Morvan doit avoir reçu une invitation pour ouvrir votre micro et caméra pour poser votre question. Effectivement, ça marche. On vous entend. Bonjour. Vous avez rédigé un plaidoyer. Bonjour, merci beaucoup pour l'exposé, c'était super. Vous avez rédigé le plaidoyer, ce qui veut dire qu'il y a donc un plaidoyer à faire, à mener. Quels sont les freins à l'heure d'aujourd'hui que vous voyez et comment on peut contribuer collectivement peut-être à faire bouger les lignes et quels sont les relais qui existent peut-être sur le territoire, sur les territoires, sur lesquels on peut peut-être aussi encourager, appuyer, faire connaître. Voilà. D'accord. Alors, pour que ça soit vivant, c'est vrai que je vous ai utilisé un support graphique qui n'est pas lié directement au plaidoyer parce qu'on n'a pas encore de support avec des photos autour de notre plaidoyer, mais les propos sont à peu près les mêmes. Le plaidoyer, en fait, il est autour de 5 axes.
qui reprennent beaucoup ce qu'on vient de se dire et qui en ajoutent 2-3 autres, notamment autour de l'équilibre des territoires entre les métropoles, les villes moyennes, les petites villes, le rural, pour éviter finalement et retrouver un équilibre sur cette fabrication de notre territoire. En fait, aujourd'hui, les freins, ils sont essentiellement le fait que on a considéré l'occupation du territoire et l'aménagement du territoire comme une filière économique classique. Je n'irai pas jusqu'à dire que le territoire est utilisé comme on utiliserait on vendrait des machines à laver ou des fleurs, mais quasiment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des produits Pinel et on n'appelle pas ça des appartements. Ce sont des produits de défiscalisation, de crédit d'impôt, mais clairement, ce qui est signifié en premier, ce n'est pas l'habitabilité de ces lieux. Nous, aujourd'hui, notre position en tant qu'architecte, notre posture, c'est de se repenser en anticipation et en étant beaucoup plus dans la prospective, notamment par rapport aux enjeux climatiques. Moi, je ne vous cache pas que j'ai très, très peur de ce qui nous attend à titre personnel, mais pour nos enfants surtout. Mais que globalement, ce que je vois, c'est que l'architecture et le patrimoine ont des solutions. C'est-à-dire quand vous êtes dans une bâtisse, dans un mât provençal qui n'a pas été trafiqué trop, mais dans lequel finalement vous rentrez parce qu'il fait chaud dehors, vous allez à l'intérieur, il fait frais. Il n'y a pas forcément de climatiseur dans un mât provençal. Mais globalement, ce qui a été pensé, c'est l'orientation par rapport au soleil, la grandeur des fenêtres, le type de matériaux qu'on a utilisé, etc., etc. Aujourd'hui, cette question-là, alors évidemment, il y a des fois des très fortes canicules, mais en fait, on était en capacité de pouvoir garantir finalement une forme d'adaptation par rapport à un confort d'été comme un confort d'hiver. Donc, la question de savoir comment on peut relayer ce plaidoyer, déjà, je vous le ferai parvenir, monsieur de la Bretèche. Je ne sais pas si vous en aviez eu plusieurs ou si on en a envoyé un ou si on ne vous l'a pas ou vous ne l'avez pas reçu. Mais normalement, vous étiez dans la liste. Évidemment, je ferai renvoyer s'il n'a pas été envoyé, sans problème. Mais la question, c'est effectivement, il faut le faire vivre. C'est-à-dire que je pense que vous allez vous y retrouver dedans parce qu'on parle d'ingénierie. On explique comment est-ce que si on n'aide pas les maires en amont, eh bien, quand on arrive après, ça dénature le paysage, le patrimoine n'est pas bien protégé. Au mieux, le maire a réussi ou à la culture ou à des services qui lui ont révélé les choses. Au pire, on sait ce qu'on peut voir, ce qui se passe. Donc, globalement, tous les relais vont être nécessaires. Nous, ce plaidoyer a été envoyé de l'Élysée au DDT. Juste avant vous, j'étais avec les architectes des bâtiments de France qui m'ont dit, et l'Association des bâtiments de France, à qui on vient de présenter le plaidoyer, on leur avait envoyé avant, mais on a eu un échange d'1 heure autour du plaidoyer, et qui me disaient, nous, on va le relayer au préfet, partout, et on le porte parce que c'est les mêmes valeurs que nous. Donc, globalement, ce qui est très intéressant, c'est que d'une démarche qu'on a fait en interne pour aussi, vous voyez, 30 000 architectes, vous n'avez pas 30 000 personnes qui pensent forcément tous la même chose. Donc, il faut on arrive à les emmener, avec nous, nos 30 000. Donc, d'un plaidoyer qui a été fait en partant des territoires, aujourd'hui, on se rend compte que finalement, il correspond à beaucoup de choses qui est porté par beaucoup de nos amis, alliés, partenaires, et que bien peut-être qu'on en refera un tirage avec le logo de ceux qui veulent s'associer à nous sans aucun problème. Je pense que on pourra même faire bouger quelques virgules et quelque chose sans que ça pose vraiment de questions. Ce qui compte pour nous aujourd'hui, c'est de rassembler derrière pour plaider justement sur ces questions-là et encourager finalement l'État, les collectivités à prendre leur part. On le présente aussi à des élus et dans le cadre là des élections législatives, mes conseils régionaux qui ont contribué à l'écriture vont le porter auprès de tous les candidats à la députation. Donc, ça peut être aussi pour vous, si vous en rencontrez, un support que vous pouvez utiliser autant que vous le voulez.
D'accord. Écoutez, merci beaucoup. On retient votre proposition et on va voir comment on peut nous-mêmes diffuser ça, puisque vous avez parfaitement raison de dire, et je parle sous le contrôle de mon président délégué, Christophe Blanchardignac, qui vient de rédiger un manifeste du G7 là-dessus. Il est évident que nous avons les mêmes valeurs. Ça, c'est, il n'y a pas besoin d'écouter longtemps pour s'en rendre compte. Donc, ça nous paraît une très bonne idée. Ceci étant, la question qui vous était posée par Madame Morvan et qui disait quels sont les freins à cette politique, il faut quand même reconnaître que pour arriver à réfléchir à partir des matériaux sourcés, à partir de la fin du béton, encore qu'on vient de trouver, paraît-il, des méthodes pour restaurer le béton du début de siècle qui est considéré comme un patrimoine qu'il faut sauver. Mais ce que vous avez dit, les chiffres du sable sont extrêmement parlants. Il faut arriver à un véritable changement culturel. Et alors, pour ce faire, il me semble que certains textes, comme en particulier l'isolation des bâtiments et toutes ces choses-là qui sont contraires à la culture que vous avez évoquée, c'est-à-dire l'utilisation des matériaux pour remplacer des mécanismes genre climatiseurs, etc., ça nécessitera certainement d'abolir certains textes qui ont été votés un peu n'importe comment dans les 5 années qui ont précédé. Et donc là-dessus, ça serait évidemment tout à fait intéressant de pouvoir intervenir en amont, notamment en amont des documents d'urbanisme et de toutes ces choses par lesquelles passe la question que vous avez posée plus globalement. Alors, est-ce qu'il y a une autre intervention, Julie? Pardon. Toujours Madame Morvan qui Tu veux répliquer et qu'elle réplique. le point de vue de Madame Lecomte sur la maison individuelle. Oui, en fait, j'ai l'impression beaucoup de stigmatiser l'habitat individuel dans mes propos et je préfère toujours expliquer pourquoi. Ce que je ne cautionne plus, c'est le déroulé de l'étalement urbain et du lotissement à perte de vue encore aujourd'hui. Ça, c'est clair. Par contre, la maison individuelle et notamment le pavillon en tant que tel continuera d'exister parce qu'on en a beaucoup. Donc, le but, ce n'est pas de les démolir. Le but, c'est de les faire évoluer d'un côté, mais c'est aussi de se rendre compte qu'aujourd'hui, on a 60% des pavillons en France qui sont habités par une seule personne ou sous-habités. Et donc, que la question, ce n'est pas tant une question de stock qu'une question de flux du parcours résidentiel. Aujourd'hui, pourquoi une personne âgée reste dans son pavillon? La question, elle est souvent que le lieu dans lequel elle habite, il n'y a pas d'autre typologie d'habitat que la maison individuelle. Et donc, même quand la maison individuelle devient compliquée parce qu'il y a quelques marches devant, parce que pour aller à la chambre, il faut monter à l'étage et elle ne peut plus s'occuper de son jardin, etc., etc., elle reste, et c'est tout légitime parce que c'est la question de son habitat, de son environnement qu'elle ne veut pas perdre. Et la question, c'est qu'aujourd'hui, pour ne pas perdre ça, on reste chez soi. Alors qu'en fait, on pourrait très bien imaginer que d'autres typologies d'habitat prennent place avec les maisons individuelles, à côté des maisons individuelles. Et je parle effectivement de maisons en bande, de maisons intermédiaires, des typologies comme je vous ai présenté tout à l'heure à Saintes, qui permettraient aux gens d'avoir une relation, finalement, de garder leur environnement bâti et pas de se retrouver, comme c'est le cas de beaucoup de personnes âgées, de passer d'une forme d'indépendance dans leur maison à le jour où il y a un petit accident de parcours qui peut être une chute ou un accident de maladie, de se retrouver dépendant dans une résidence service loin de leur environnement de vie
Voilà. Donc aujourd'hui, c'est plutôt une mixité et un travail sur le parcours résidentiel pour pouvoir finalement notre stock de 36 millions de logements en France tourne aussi sans vous voyez bien ce que je veux dire, hein. C'est pas, vous n'arrivez pas à 75 ans et on vous dit on vous met dehors, vous n'avez plus le droit, hein. C'est pas ça. Mais c'est qu'on puisse voilà, choisir aussi et avoir la possibilité de choix. Et aujourd'hui, on n'a pas cette possibilité de choix. Autre question? Oui, on a un intervenant connecté pour une question. Oui, bonjour, Pierre-Henri Biger, je représente les Amis du patrimoine rennais. Et bien entendu, par nature, nous nous insurgeons contre un certain nombre de destructions de bâtiments patrimoniaux, mais il arrive aussi que leur conservation pose problème lorsqu'il s'agit, par exemple, vous en avez parlé, Madame, dans votre exposé, de plaquer sur les façades de bâtiments anciens des bacs acier ou zinc noirs assez sinistres qui viennent détruire tout un ensemble urbain qui pouvait être de qualité et surtout dont la qualité venait en général de cette impression de tout ensemble. Je pense à des cités ouvrières ou des castors, des choses comme ça, où bien entendu, lorsqu'on met ces cubes noirs au milieu, c'est la rue entière qui est défigurée, avec l'espoir que toutes les maisons ne se cachent pas derrière ces façades noires, parce qu'on finirait par se suicider à la fin. Mais il y a aussi, et là les architectes sont quelquefois peut-être pas coupables, mais sans doute responsables, il y a des façons de conserver une partie du patrimoine, c'est-à-dire un morceau de façade, c'est-à-dire quelquefois une petite maison, et de l'englober dans des cubes en béton ou en verre. Et je trouve que c'est presque pire. Enfin, dans certains cas, je regrette qu'on n'ait pas démoli totalement les parties anciennes des bâtiments que l'on conserve parce qu'elles n'ont plus d'intérêt patrimonial et le bâtiment moderne qui a été fait, qui pouvait avoir un intérêt architectural pas en lui-même, le perd parce qu'on a conservé cette partie ancienne totalement incohérente. Voilà, donc j'aimerais avoir votre avis sur cette question, s'il vous plaît. Ce qu'on soutient déjà, c'est que à toute intervention sur l'existant ou sur un ensemble, comme vous venez de le préciser, ça demande une forme de diagnostic avant de programmer quoi que ce soit. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a des idées reçues. On a par exemple la démolition et la reconstruction en neuf, ça coûte moins cher. Ou alors, on a des sujets qui sont, c'est trop compliqué à faire. Par exemple, quand vous êtes sur un quartier de maisons Castor qui pourrait se ressembler, ou moi j'ai le même cas en Normandie avec les maisons de la reconstruction, où vous avez des quartiers entiers où finalement il y a une petite réhabilitation là, une petite réhabilitation là, etc. Finalement, on n'a plus de caractère global. En fait, qu'est-ce que la valeur patrimoniale et comment on la définit? Donc, aujourd'hui, il y a de plus en plus, ce que vous questionnez, en fait, monsieur, c'est aussi la formation des architectes. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que moi-même, j'ai été architecte depuis 2004. Et vous voyez, en 2004, j'ai très peu abordé la réhabilitation dans mon parcours. Et finalement, on nous a même très peu appris à construire autrement qu'avec du béton. Aujourd'hui, ça a déjà un peu changé et on voit apparaître le master DRAC en Normandie, un master sur la réhabilitation à la Villette. On a de plus en plus d'architectes qui se forment au patrimoine et qui font Chaillot. On a beaucoup d'architectes qui font des formations, notamment autour des matériaux biosourcés ou autour de la rénovation thermique. Et puis, on a, par exemple, à Versailles, un nouveau master là, qui va sortir à début de l'année doctorant, enfin plutôt un post-doctorat sur la question de la rénovation du patrimoine 20e et l'écologie. Donc, en fait, on commence à voir émerger beaucoup plus que chez les ingénieurs, d'ailleurs, que dans les écoles d'ingénieurs, ces questions de lien patrimoine, création architecturale et écologie. Voilà, vous voyez. Et le problème aujourd'hui qu'on a, c'est qu'un étudiant en architecture coûte à l'État moins cher qu'un étudiant en art.
coûte à l'État 2 fois, voire 3 fois moins cher qu'un étudiant ingénieur. Alors que l'État a quasiment le monopole sur les écoles d'architecture, puisqu'il y en a une seule de privée en France, l'ESA. Et ces écoles d'architecture en France, finalement, les budgets ne sont pas suffisants, il n'y en a pas assez, elles ont une feuille de route liée à la transition écologique qu'on va devoir faire évoluer. Vous connaissez les problématiques ministérielles et administratives, ça prend trop de temps et on n'a pas ce temps-là. Donc, à l'intérieur des écoles, les professeurs s'organisent. Il y a des réseaux autour du patrimoine qui existent, il y a des réseaux autour de l'écologie qui existent. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on a une réelle problématique de moyens et que moi, ce que je dis aujourd'hui à la puissance publique, souvent, c'est je leur dis, vous avez 2 solutions. Soit vous considérez que l'architecture est une solution pour garantir une qualité patrimoniale et répondre aux enjeux écologiques. Et dans ces cas-là, mettez les moyens. Ou alors fermez les écoles d'architecture parce que vous dépensez trop d'argent. Il y a un moment où il faut savoir un peu le camp qu'on prend, quoi. Donc, moi, c'est un consensus mou aujourd'hui qui me déplaît un peu. Mais je peux vous assurer que par contre, au sein des écoles, vous avez des gens sacrément engagés, je ne dirais pas partout, mais beaucoup qui justement travaillent sur ces questions-là. Et après, sur l'exemple que vous prenez précisément, c'est toujours compliqué à distance de parler d'un exemple, mais moi, je ne suis effectivement pas pour conserver une petite façade pour faire style, il y avait quelque chose avant, surtout si ce n'est pas l'élément patrimonial qui était finalement ça. Souvent, voilà. Merci. Autre question, Julie? Oui, Madame Bru, je viens de vous envoyer une demande. Et voilà. C'est bon. Je voudrais savoir quelles sont vos relations avec les CAUE et avec les promoteurs. Je n'ai pas entendu, madame, Je excusez-moi. recommence. Quelles sont vos relations avec les CAUE et avec les promoteurs? Ah, alors ce n'est pas du tout la même chose. Mais c'est 2 Il y axes en a 2. différents. Alors, les CAUE, écoutez, moi, j'ai fait 8 ans au CAUE de l'Essonne, en même temps que ma première partie de vie, quand j'ai commencé à monter mon agence. En parallèle, j'avais un mi-temps dans un CAUE en Essonne, où j'ai beaucoup aidé les petites communes. Voilà. Donc, pour moi, les CAUE, c'est indispensable. Ça fait partie d'un réseau, comme les architectes conseils de l'État, comme les ABF, dans lequel nous, on croit beaucoup et qui renforce l'ingénierie de proximité. C'est nos partenaires de tous les jours. On a dans le plaidoyer, vous verrez, la mesure numéro 3 qui est renforcer le conseil, l'ingénierie territoriale et la médiation avec une mesure qui est garantir un service public de l'architecture accessible et indépendant. Donc ça, c'est la première chose. Donc, les CAUE, des alliés qu'il faut pouvoir conforter sur les territoires et qui sont des acteurs de proximité, donc qui connaissent. Par contre, avec les promoteurs, c'est pas exactement la même chose. Les promoteurs, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Madame, ce sont des acteurs économiques et ils nous disent eux-mêmes, en fait, il n'y a même pas besoin de formation. Enfin, j'aimerais pas dire ça comme ça, mais en gros, je prends les mots de la bouche du délégué général de la Fédération des promoteurs immobiliers qui a osé dire un jour dans une grand-messe sur l'habiter la France de demain, tout le monde peut devenir promoteur du jour au lendemain, il n'y a pas de formation spécifique. Bah, moi, je suis désolée, mais pour toucher à mon patrimoine, pour toucher à la ville, pour toucher à ces qualités-là, nous, on a fait 6 ans d'études. Et aujourd'hui, on a prêté serment. Et voilà, les promoteurs, c'est un sujet, mais c'est aussi la ville, elle se construit aussi avec le privé. Donc, on doit aujourd'hui les aider à évoluer et les aider à changer. Et donc, c'est cette dimension-là qu'aujourd'hui, on opère. Et donc, vous voyez, le plaidoyer, je l'ai présenté chez ICAD, je l'ai présenté chez Quartus, je le présenterai sans doute chez Nexity. Mais la Fédération des promoteurs qui regroupe beaucoup de petits promoteurs qui, eux, n'ont pas de volet, on va dire, recherche et développement, vous voyez, donc qui n'ont pas encore compris qu'il allait falloir aller vers les ressources locales, qu'il allait falloir aller vers la réhabilitation. Eux, c'est plus compliqué.
Très bien, j'ai juste mis une petite note pour savoir si vous étiez au courant du fait qu'à l'Hôtel-Dieu de Paris, qui n'est non inscrit, on est en train de démonter les huisseries et les portes, assez admirable. Non, je ne savais pas. Après, Vous avez parlé de réutilisation ailleurs, Ouais. peut-être peut-elle être utilisée ailleurs, mais ça fait partie évidemment du cadre assez remarquable de cet intérieur de l'Hôtel-Dieu. Si vous voyez Nexity, ils ne sont pas très loin, vous pourrez leur évoquer cela dans le projet. on pourra. Je voudrais, est-ce que vous pouvez préciser un peu, vous savez que nous avons eu beaucoup de débats, il y en a eu chez les architectes, il y en a eu chez nous, sur la gouvernance de l'architecture en France et sur les insuffisances, il faut bien le dire, poliment, de notre ministère commun de tutelle qui est censé être le directeur de l'architecture, mais qui est très loin d'évoquer les problèmes que vous venez dont vous venez de dresser le tableau. Alors, il y a des gens qui disent, mais pourquoi ne pas changer de ministère? Il y en a d'autres qui disent, ça serait pas mal qu'il y ait un ministère qui regroupe différentes compétences de l'État dans ce domaine. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je vous remercie de cette question parce qu'elle est hyper importante pour nous. Déjà, vous dire que tous les rapports sur l'architecture, qu'ils soient parlementaires ou qu'ils soient professionnels, qui ont été ou commandés par le ministère depuis 20 ans, je pense que tous rappellent le caractère interministériel de l'architecture. Donc, au-delà de notre propre positionnement en tant qu'ordre et en tant qu'équipe élue à l'ordre, en fait, il y a une forme de consensus à expliquer qu'il est très compliqué pour l'architecture d'être à la fois ce qu'elle est, c'est-à-dire une création, un acte créatif, et en même temps d'être un acte créatif en dehors des réalités qui sont la vie du quotidien et surtout des lois, parce qu'en fait, finalement, le code de la construction, les textes qui régissent le trait de côte, les grandes actions autour d'Action Cœur de Ville, etc., à la base, elles partent du ministère de la Transition écologique ou de la cohésion des territoires, enfin, en gros, voilà, ou du ministère du Logement, et on est peu associés, voire pas associés. Ça change. Je tiens à le dire, ça change. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le discours qu'on tient de nous, beaucoup plus sociétal, beaucoup plus lié aux enjeux écologiques, mais qui positionne quand même le patrimoine comme étant une ressource, est écouté. Est vraiment écouté. Et depuis 6 à 8 mois, j'ai vraiment eu une très bonne écoute dans ces ministères-là. Je sais de sources un peu sûres que la ministre du Logement s'est questionnée sur la place de l'architecture uniquement au ministère de la Culture. On sait aussi que ça interpelle la DGALN qui se dit mais en fait aujourd'hui les architectes sont des ressources pour Action Cœur de Ville, pour Petite Ville de demain, qui finalement sont des ressources pour nous aider aussi à lutter contre une forme de perte de qualité patrimoniale de ces espaces-là plutôt, etc. Donc, j'en ai parlé avec la Direction générale des patrimoines, M. Hébert, il y a quelques jours, parce que pour moi, c'était important de lui exprimer que nous, on avait des questionnements par rapport à ce positionnement, mais qu'on était très attachés à l'aspect créatif et patrimonial de l'architecture et qu'il fallait qu'il nous aide à tisser ces liens interministériels, notamment par un conseiller au cabinet de la ministre qui soit dédié, conseiller technique dédié à l'architecture, par exemple, mais également en listant aussi de notre côté, nous, tout ce qu'on voyait qui avait du mal à fonctionner et sur lequel il fallait qu'on travaille ensemble pour améliorer le fonctionnement, parce qu'effectivement, aujourd'hui, moi, je prends des sujets, que ça soit Notre-Dame, où pourtant le ministère était en première ligne, et vous voyez de quoi je parle, ou que ça soit pour nous la pénurie des matériaux, en fait, ou la dématérialisation des permis de construire, c'est des sujets sur lesquels on n'a pas été du tout sollicité en amont.
et où finalement, c'est en arrachant les choses que j'ai pu être sollicitée. Mais là, aujourd'hui, ça tient aussi à une question de personne. Oui. J'étais très intéressé par votre argumentaire sur l'effet de la pénurie des matériaux de la construction, disons, moderne d'après-guerre et les effets qu'elle pourrait avoir sur une réflexion profonde sur l'évolution de l'urbanisme et de la construction en général. Je trouve que c'est très intéressant, mais en vous écoutant, j'ai un peu l'impression que en France, on a l'habitude, parce qu'on est très technocratique, de louper une guerre. C'est-à-dire qu'on est en train de chercher à faire application au ministère de l'écologie, etc., d'une législation qui, en fait, n'a plus d'intérêt. Il faudrait déjà passer à une autre pour devenir plus crédible, notamment par rapport aux enjeux climatiques que vous avez déterminés, mais aussi aux enjeux géographiques, puisque vous avez rappelé qu'on avait l'habitude de construire dans les hauteurs quand on voulait éviter les inondations. Eh bien, on a pourtant l'impression que les dernières catastrophes dans le sud de la France ou même à l'ouest n'ont rien appris à nos décideurs qui n'ont pas bougé là-dessus. Alors que certains élus locaux, parce qu'ils sont les pieds dedans, commencent à réfléchir à autre chose. Donc, il me semble que une des pistes qui pourrait nous réunir, et en réunir d'autres aussi d'ailleurs, dans l'avenir, ça serait certainement, comment dirais-je, d'essayer de faire en sorte que les pouvoirs publics, au niveau national et peut-être régional aussi, voient, passe la page pour aller au chapitre suivant, pour reprendre un peu ce que j'ai compris de ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Bah, on essaye. Ouais. On essaye avec les outils qui sont les leurs aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'essaye d'être plus visible dans la presse, de prendre la parole très souvent, de déjargoniser aussi notre jargon d'architecte pour rendre plus explicite ces problématiques qui sont finalement des problématiques du quotidien et qui touchent tout le monde. C'est pas forcément facile, mais c'est vrai que avec les crises qui sont actuellement les canicules ou les crises d'indépendance au pétrole, on arrive à intéresser les gens et à leur faire comprendre le lien de cause à effet entre aménagement du territoire, architecture, qualité du patrimoine, production de l'architecture aujourd'hui dans un contexte d'acteurs économiques de fou. Ce que je vous disais tout à l'heure est quand même fou, mais aujourd'hui, on est entouré de majors de la construction. Je veux dire, on est 30 000 architectes quasiment seuls. Donc, entreprise quasiment unipersonnelle, même si tout le monde n'est pas seul. Notre archigraphie qui regarde le contexte sociologique de notre profession, c'est 1,2 architectes par agence. Donc, vous voyez bien que c'est en fait un. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on est un ou deux. Après, il y a d'autres agences un peu plus grandes, mais en gros, c'est un ou deux. Et à partir de là, quand vous savez que Vinci a 300 000 salariés en France, Oui. Oui. Forcément, on n'est pas sur les mêmes volumes et la même chose. Quand vous voyez que le président de la République a dans tous ces choix-là qu'on a vus apparaître dans le Parisien, la Dépêche du Midi, etc., quand même évoqué la possibilité que la dirigeante actuelle de Next City devienne Premier ministre, c'est pas à moi qu'il ira faire la proposition. Donc, je vous rassure tout de suite, j'y serais pas allée. Mais pour vous dire qu'il y a une proximité, mais qui n'est pas due au président d'aujourd'hui, qui était là avant et qui était là encore avant, qui fait qu'aujourd'hui, c'est un choix politique de s'entourer des majors plutôt que de s'entourer des sachants experts. Oui. Ça fait bien réfléchir tout ça.
Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui, Bien. parce qu'après, je devrais vous laisser après, je suis Oui, désolée. oui. Oui, alors, Monsieur Drexler, normalement, vous êtes connecté, vous pouvez activer votre micro. On ne vous entend pas, monsieur. Ah, Alors, Monsieur Drexler, qui est notre délégué pour la région Bourgogne-Franche-Comté, c'est une région importante pour le patrimoine et pour nous. on vous entend toujours pas. Allô, ça marche comme ça? Oui, on vous Oui. entend. Voilà, merci. Oui, d'abord, merci. Alors, je n'ai pas tout entendu, vous m'en excuserez, parce que je suis en train de monter une grosse opération justement sur les territoires et les paysages pour lesquels je fais intervenir des gens qui vont parler des petites villes de demain. Si ça vous intéresse, je vous fais un peu de publicité. Vous venez le 14 mai à Alésia et vous aurez un chef de projet qui va nous parler de ce qu'il réalise actuellement à la Charité-sur-Loire dans ce domaine-là. Au-delà de cela, donc j'ai écouté qu'en partie, vous m'en excuserez, mais j'ai bien noté qu'on était assez en symbiose avec tout ce que vous nous avez raconté, excusez-moi. J'ai quelques remarques, je ne pense pas que vous en ayez parlé, sur les difficultés de pouvoir mettre en œuvre ce que vous proposez d'une façon générale. C'est en fait l'adéquation avec les maîtres d'ouvrage notamment, et puis et bien évidemment les promoteurs, je crois qu'on en a parlé un tout petit peu avant moi. Et pour avoir à l'époque été le patron du patron de quelque chose, vous connaissez peut-être, je ne sais pas si ça existe encore, qui s'appelle CJBAT. Donc on a beaucoup travaillé avec les architectes, notamment sur les réglementations thermiques, et on s'est aperçu de la difficulté qu'il y avait de pouvoir se parler entre architectes, CSTB, ministère de la Construction, ministère de l'Environnement. Et on voit bien qu'aujourd'hui, chacun dans ses domaines, y compris nous à Patrimoine Environnement, on fait tout ce que l'on peut pour que l'ensemble de nos opérations aillent dans le bon sens, mais on s'aperçoit qu'il y a une perte, il y a peu de synergie, et justement, il y a une perte d'énergie au sens global qui est quand même assez catastrophique. On pourrait faire mieux et plus vite, à la fois sur la problématique des ressources, mais également sur le problème de l'énergie. Ah, excusez-moi, ça c'est sûrement... Anne-Laure, bon, j'ai mon adjointe qui est de l'autre côté qui va prendre le téléphone. Donc aujourd'hui, il y a un vrai problème. Il faudrait arriver à mettre tout le monde dans une même vision. Alors notamment, il y a quelque chose qui me semble assez évident, mais qui n'est pas réalisé aujourd'hui. Vous me direz, ça fait encore une réglementation de plus. Mais on voit qu'aujourd'hui, par exemple, les PLU, qui sont aujourd'hui votés, qui partent bien évidemment en enquête publique, qui ensuite sont acceptés par la collectivité, ne tiennent absolument pas compte des problématiques que vous avez définies et sur lesquelles tout le monde ne peut qu'être d'accord. Je crois qu'en fait, il faudrait arriver à mettre davantage les architectes dans le circuit de façon à ce qu'il y ait une vision cohérente, non pas uniquement en termes de croissance d'une collectivité quelle qu'elle soit, mais qu'il y ait également tout cet ensemble de problématiques qui puissent être évoquées. Alors aujourd'hui, bien évidemment, il y a des acteurs locaux qui sont l'administration, par exemple, qui peut examiner, intervenir sur les PLU, mais ils ne sont pas forcément, souvent c'est pour avis, et donc ce n'est pas forcément retenu. Il faut véritablement qu'on essaie tous ensemble aujourd'hui de faire bouger les lignes parce qu'on va mettre, moi qui ai travaillé sur le changement climatique, ceux qui sont ici le savent, hein, j'ai été dans les COP, on voit à quel point nous sommes d'une lenteur épouvantable par rapport à la vraie problématique pour lesquelles vous disiez que ça vous pose souci pour vos enfants, vous avez tout à fait raison. Alors, comment essayer ensemble de faire davantage, plus et plus vite vis-à-vis de tous ces acteurs qui sont quelque part des incontournables et qui freinent énormément ce que l'on pourrait faire aujourd'hui. Alors, je pose plus de problèmes que j'apporte de solutions, j'en suis désolé, mais c'est quelque chose qui est récurrent depuis quoi? La RT 2000, c'était en 2000, en 2021, ça n'a quasiment pas changé depuis, quoi. Non, mais oui. Vous voyez, hier, j'ai été en conseil et j'ai demandé à la Direction générale des patrimoines que je sois au conseil d'administration du CSTB. Très bien. Par exemple, parce qu'en fait, il y a une architecte, mais qui n'est... Alors, vous avez tout le monde, vous avez la Fédération des promoteurs, vous avez la FFB, vous avez la CAPEB, vous avez Syntec, donc les ingés, et puis vous avez une architecte, mais une architecte qui ne représente pas les architectes puisqu'elle se représente elle-même et qui... et d'ailleurs, je me demande si elle n'est pas décédée.
Non, je sais pas. Je pense je suis même pas sûre qu'elle soit encore en capacité de venir quoi, physiquement. Donc, en fait, on a un vrai sujet sur cette représentation dans les lieux où on décide des normes. Ça, c'est sûr. Mais c'est surtout aussi parce qu'aujourd'hui, on a construit un environnement normatif autour du béton. Donc, c'est très compliqué de travailler autrement. Donc là, aujourd'hui, pour nous, ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que moi, mes architectes sont pas tous au taquet. C'est-à-dire que je suis obligée de les faire aussi monter en compétences. Et c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure d'enseignement. C'est-à-dire que moi, clairement, j'ai une question d'enseignement. Ça, c'est sûr. Mais on prend notre part et on prend notre bâton de pèlerin pour que les architectes se forment mieux, pour qu'ils interviennent un petit peu en amont, pour qu'ils se forment pour faire des PLU, pour qu'ils se forment mieux sur le patrimoine, pour qu'ils se forment sur la transition écologique. Et finalement, en leur donnant les codes avec notre plaidoyer, en affirmant ça en tant qu'ordre, en les mettant dans une dimension et dans des valeurs et des engagements collectifs dans lesquels on essaye qu'ils se rentrent. Mais on sait que tout le monde ne va pas le faire d'un coup. Donc, on peut critiquer les autres, mais on a aussi notre part de travail à faire. Si aujourd'hui, les PLU sont faits par des bureaux d'études qui font des copier-coller à 20 000 euros quand c'est des petits villages et à beaucoup plus quand c'est des grandes villes, c'est parce qu'on leur a laissé la place. Et nous, on n'y est pas allé. Donc, pour moi, il y a aussi Pourquoi? Parce qu'il y a un moment donné où les architectes, ils voulaient faire du neuf. Bon, moi, je ne devais pas être née, mais si vous voulez, ils voulaient faire que du neuf. Ils ne se prenaient pas la tête, etc. Ça a changé. Ça a changé. Et globalement, aujourd'hui, oui, il faut qu'on soit en amont des projets. Oui, la valeur de l'architecture, c'est pas travailler sur une petite parcelle sans se poser la question du reste. Et oui, effectivement, le nerf de la guerre, c'est le PLU. Donc, nous, on a bien saisi ça. Et c'est un vrai sujet, c'est-à-dire que concrètement, on essaye de les former plus, mais tant que ça restera l'apanage de quelques-uns des bureaux d'études qui, en fait, n'ont pas du tout envie de changer, c'est un sujet. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Je vais vous faire intervenir dans nos réunions régionales, si vous le souhaitez. Alors, je sais que vous intervenez beaucoup, mais on vous sollicitera certainement. Alors, ce que je voudrais dire, parce que vous m'avez prévenu que votre temps était bref, là, ça va se compliquer. C'est que, si vous voulez, j'ai été très intéressé par des choses qui se sont dites lors de votre webinaire avec les représentants des partis. D'abord parce que ce qui était intéressant, c'est qu'on a eu affaire ce jour-là à une table ronde avec des gens qui savaient de quoi ils parlaient et pas, je dirais, du politicien lambda qui parle au vent. Et par ailleurs, parce que j'ai découvert que certains partis politiques qui, de toute façon, joueront un rôle dans la prochaine Assemblée nationale, n'étaient pas du tout effrayés, par exemple, par la notion de construction en biosourcé, en terre crue, en bois, etc. Au contraire, ça avait l'air de leur plaire pas mal. Que par ailleurs, ils avaient tous une certaine réflexion sur l'urbanisme et sur les logements sociaux. Enfin, bref, qu'il y avait matière à des majorités d'idées, beaucoup plus que sous la période politique précédente, et que, grosso modo, en effet, vous avez raison, il fallait investir un certain nombre de lieux d'orientation. Et donc, moi, c'est pour conclure ces propos dont je vous remercie infiniment. Je pense que nous avons à œuvrer ensemble dans ce domaine, et je ne dirais pas seulement nous, mais Christian Blanchard-Didiac vous le confirmera, l'ensemble du G7 patrimoine, c'est-à-dire que ça fait un petit peu de monde, pour essayer de faire en sorte qu'on marque les choses au Parlement, puisque ça va se jouer dans le mois qui vient, beaucoup au Parlement avec constitution de groupe, etc. Et que nous puissions essayer de voir comment nous pouvons faire un bout de chemin ensemble. En tout cas, pour ma part, j'y suis tout à fait disposé,
parce que je trouve que vous soulevez les vraies questions et que vous avez un argumentaire qui s'appuie sur des choses qui sont incontestables. S'il n'y a plus de sable pour faire du béton, ben, il n'y a plus de sable pour faire du béton. Si on est obligé d'en terminer avec les énergies fossiles, on est obligé d'en terminer avec les énergies fossiles, etc. Et donc, je dirais, la place est ouverte pour faire autre chose. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. En tout cas, je voulais vous remercier pour votre accueil. Je suis désolée de vous quitter, mais j'ai un train et c'est un peu compliqué pour moi. Mais néanmoins, voilà. Alors, intervenir dans les sections régionales sera peut-être compliqué pour moi, mais j'ai des conseils régionaux qui sont sur tous les territoires, donc on peut aussi faire entre vous. Et puis, on a partagé un combat commun, me semble-t-il, autour de la butte rouge à Châtenay-Malabry, sur lequel, moi, je pense qu'il faudrait que les associations se positionnent pour demander que la CNPA soit réunie. Et je pense qu'en fait, n'importe qui peut la saisir. Et peut-être qu'il faudrait globalement en discuter pour la saisir, parce qu'il y a un... Parce que voilà, je pense qu'on s'est tellement tous battus que ça ne peut pas se terminer comme ça, quoi. Tout à fait, tout à fait. Entièrement d'accord. Et nous, on va probablement saisir l'occasion d'une réunion de la CNPA en juillet qui sera déconnectée de tel ou tel dossier et qui devra parler méthodologie pour réintroduire ce sujet-là. D'accord, bah ça... Si vous avez besoin de nous, le sujet patrimoine, démolition, construction, création patrimoniale, patrimoine du 20e, c'est dans notre plaidoyer, c'est la mesure 8, voilà. Et pour nous, c'est un vrai sujet en rue, notamment, et on en a marre. Et ça fait des années que je me bataille avec le ministère pour que ça avance. Et donc, n'hésitez pas, s'il faut qu'on aille faire un plaidoyer spécifique ensemble à la CNPA, je viens et on peut. Bah, écoutez, on va pouvoir échanger nos documents, vous avec votre plaidoyer et nous avec notre manifeste qu'on va vous faire tenir avec plaisir. Le plus rapidement possible, parce qu'il y a quand même, je crois, 3 ou 4 choses sur lesquelles on va se retrouver. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Et à très bientôt, j'espère. Au revoir et bonne fin d'AG à tous. Au revoir. Voilà. Merci, Au revoir. madame.